Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous proposer de faire un point sur la compétition entre les États-Unis et la Chine, et ce sera l'occasion aussi de reparler de l'Ukraine et de la Russie parce que ce sont des sujets qui, vous allez le voir, sont étroitement liés. Donc pour moi, il n'y a aucun doute sur le fait que les États-Unis et la Chine sont dans une trajectoire de confrontation à moyen et long terme. On va sans doute vers une nouvelle guerre froide parce qu'il y a pas de place pour 2, au niveau du leadership mondial, et chacun de ces 2 pays veut être, à la première place, et utiliser pour ça les moyens à leur disposition. Alors, le 1er point, dans cette compétition, c'est la consommation d'énergie. Dans l'histoire des civilisations et même l'histoire biologique de la vie depuis des milliards d'années montre que, au final, c'est toujours l'espèce, la civilisation, le pays qui est capable de maximiser le flux d'énergie qui le traverse, donc de transformer le plus d'énergie en choses utiles, en produits manufacturiers, en armes, en information, et cetera, qui finit par l'emporter dans la compétition. Alors de ce point de vue-là, la Chine est actuellement clairement, en train de prendre l'avantage, sur, les autres pays puisque vous voyez que les États-Unis, l'Europe, le Japon stagnent depuis la fin des années 2000, alors que la Chine augmente très fortement sa consommation d'énergie, a largement dépassé, les autres pays. Donc ça, c'est un premier point. C'est quand même un talon d'Achille en même temps pour la Chine puisque elle a des problèmes au niveau de son approvisionnement énergétique. Il y a pas de ressources, pétrolières importantes en Chine, de ressources gazières importantes. Il y a un peu de charbon, mais c'est pas quelque chose d'énorme. Alors que les États-Unis, eux, sont beaucoup mieux dotés de ce point de vue-là dans la compétition, et ils ont, à côté d'eux, le Canada qui fournit, des ressources complémentaires tout à fait intéressantes. Donc, ça, c'est un premier point. Sur, le manpower, donc, les ressources humaines disponibles, l'avantage est aussi à la Chine, hein, puisqu'on a, une quinzaine de millions d'étudiants actuellement aux États-Unis contre, 47 millions en Chine, donc, c'est 3 fois plus. Au niveau des formations d'ingénieurs, aussi, il y a un avantage marqué à la Chine. Donc Grok, en intelligence artificielle, parle d'un ratio de 1 pour 6, 1 pour 7, c'est-à-dire qu'il y aurait 6 à 7 fois plus d'ingénieurs formés annuellement actuellement en Chine qu'aux États-Unis. C'est un chiffre qui est contesté par, la radio publique, américaine, qui parle d'un ratio plutôt de l'ordre de 1 pour 2,5. Mais même avec ce ratio de 1 pour 2,5, on a quand même, un avantage significatif, qui est présent pour la Chine. Donc, dans les 2 cas, il y a plus d'ingénieurs formés annuellement en Chine qu'aux États-Unis, très clairement. Au niveau des hautes technologies, donc donc le fer de lance, du projet chinois en matière de puces d'intelligence artificielle, c'est l'entreprise Huawei. Bon, c'est une entreprise, qui est une entreprise, plus ou moins, une entreprise d'État. Officiellement, Huawei appartient à ses salariés, mais c'est par le biais d'un syndicat, donc de trade union, qui est contrôlé par le gouvernement. Donc, on moi je suis pour moi, je suis, de ceux qui pensent que Huawei est une entreprise tout à fait, d'État, contrôlée par l'État chinois, quoi qu'ils en disent. Et cette entreprise, Huawei a à peu près, 3 à 4 ans de retard sur les technologies occidentales actuellement en matière de production de puces, de technologie de gravage, de gravure, donc c'est beaucoup, mais en même temps, c'est pas si énorme, et c'est un retard qui peut être assez vite, rattrapé sur, une dizaine d'années, par exemple. Donc à suivre, évidemment. L'autre sujet, qui est important sont l'automatisation des chaînes de production de l'industrie manufacturière. Donc la Chine est vraiment en avance de ce point de vue-là. Donc Xiaomi
a une dark factory maintenant qui est capable de produire des smartphones en grande série, quasiment sans intervention humaine, entièrement automatisés. On a les 2 pays préparent leurs robots humanoïdes. On a Optimus pour Tesla ici et Unitree ici en Chine que vous voyez faire quelques acrobaties. Mais au-delà de ces démonstrations amusantes, le gros intérêt de ces robots, ça serait d'être employés dans les chaînes de production pour remplacer les humains et ainsi annuler tous les coûts salariaux associés. Donc si les pays qui vont y arriver auront un gros avantage de ce point de vue-là, évidemment, puisque les seules contraintes qu'ils auront, on reviendra au coût de l'énergie, c'est-à-dire fournir de l'énergie aux robots pour qu'ils puissent produire dans les chaînes de fabrication, mais ça sera tout ce qu'il y aura, parce que les coûts salariaux seront grandement réduits. Donc là aussi, hein, les recherches sont en cours, les avancées sont en cours et ça pourrait aller assez rapidement dans les années qui viennent. Donc globalement quand même, je dirais qu'il y a un avantage à la Chine pour le moment dans la compétition, qui est en cours et en plus ils ont, une cohésion sociale, qui est plus grande puisqu'il y a plus d'homogénéité culturelle, beaucoup plus d'homogénéité culturelle en Chine qu'aux États-Unis. Si on fait, exception bien sûr des républiques périphériques type, Xinjiang, Tibet et autres. Alors après, il y a quand même des problèmes sérieux en Chine. D'abord, c'est le premier problème, c'est le régime autoritaire. Les régimes autoritaires tuent l'innovation. Donc il faudra voir si ça se confirme dans les années qui viennent, notamment au niveau technologique, puisque la gouvernance de Xi Jinping dans ce sens est vraiment de plus en plus défavorable. Alors certains pro-chinois vont dire bon, j'ai des préjugés occidentaux, je ne connais rien à la Chine. C'est tout à fait vrai. Je n'ai jamais mis les pieds en Chine, je le reconnais. Je connais bien le Vietnam, mais, bon, mais pas du tout la Chine. Je vais juste vous donner des faits concrets quand même. C'est les migrations de millionnaires et là, d'année en année, le même phénomène se répète. Les millionnaires fuient la Chine pour aller dans d'autres pays, Canada, États-Unis, Moyen-Orient, Singapour, Australie. Donc ça, c'est 2024. Je vous montre la carte de 2023. On a exactement le même phénomène qui se produit. Et en 2022, vous voyez qu'il y a aussi une grosse évasion, une fuite depuis la Chine vers toujours les mêmes pays, Canada, les États-Unis, un petit peu Singapour, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc., la Suisse bien sûr. Donc quand même, visiblement, les millionnaires chinois préfèrent nettement les pays où il y a de la liberté, où il y a plus de liberté, que de rester en Chine. Donc c'est que la Chine n'est pas perçue par les millionnaires comme si favorable, comme si accueillante que cela pour développer leur business ou tout simplement profiter d'une bonne qualité de vie. Ça, c'est un fait incontestable hein, qui se répète vraiment d'année en année. L'autre point, c'est qu'on a de plus en plus de personnes qui ont un haut niveau d'éducation en Chine, puisqu'il y a beaucoup d'étudiants. Il y a maintenant à peu près 60% de la classe d'âge jeune qui atteint un niveau post-bac, donc qui peut prétendre à des études universitaires. Et ces personnes hautement éduquées risquent de contester à terme le régime autoritaire chinois. Et c'est probablement le point faible de la Chine dans le cadre d'une compétition entre États-Unis et Parti communiste chinois. Ça serait, je pense pas que les États-Unis puissent l'emporter dans une pure compétition économique à la régulière, mais par contre, ils ont une chance. Leur principale chance, je dirais, dans la compétition, ça sera de faire tomber le Parti communiste chinois, le régime chinois actuel, pour avoir un scénario à la russe, hein, donc révolution russe comme celle qui s'est produite à la fin des années 80. Donc ça, c'est ce que je vois.
Dans ce cadre-là, il y a ce qui sera important, bah, c'est les jeux d'alliance qui existent, avec le reste du monde. Là, l'avantage, il est très nettement aux États-Unis actuellement, puisque les États-Unis ont pour alliés, toutes les économies les plus puissantes, actuelles, l'Europe, le Japon, le Canada, l'Australie. Une puissance montante qui est l'Inde, qui a un conflit territorial avec la Chine, qui est aussi en compétition avec la Chine, pour, une place à très long terme, parmi les leaders mondiaux, vu l'ampleur, de sa population et sa démographie beaucoup plus favorable que la Chine. Donc on peut dire que l'Inde, va probablement se rapprocher de plus en plus des États-Unis. Le Vietnam, je sais pas, mais, ils ont quand même intérêt à être, aussi, au moins, du partiellement alliés aux États-Unis puisqu'ils sont menacés territorialement par la Chine, par les ambitions, expansionnistes de la Chine, et on a d'autres pays d'Asie qui sont aussi alliés de la Chine actuellement. Et puis il y a le Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite qui est allié traditionnel de la Chine. De l'autre côté, la Chine a beaucoup moins d'alliés. Elle a la Russie qui est vraiment le plus important pour elle, et puis après des pays, qui sont quand même pas, majeurs sur le plan, géostratégique, sur le plan géopolitique, hein, donc il y a une partie de l'Afrique, quelques pays d'Amérique du Sud, le Venezuela, la Colombie, heu, ceux-là, et après il y a beaucoup de nations plus ou moins neutres comme le Brésil, dont on peut pas dire qu'ils sont vraiment dans le giron chinois ou dans le giron USA, qui sont non alignés, mais il y a quand même un clair avantage. Heu, la Russie est un allié vraiment fondamental pour la Chine, puisque c'est une source majeure potentielle d'approvisionnement énergétique en pétrole, en gaz, en matières premières dont la Chine a énormément besoin. Et c'est là que, j'en reviens au conflit Russie-Ukraine. Je vous ai dit que les États-Unis n'avaient bon, les ressources minières, de l'Ukraine, n'avaient vraiment pas un grand intérêt pour les États-Unis. C'est un pays mineur de ce point de vue-là, contrairement à ce que la presse raconte. Par contre, l'Ukraine a un intérêt majeur pour les États-Unis, qui est celui potentiellement de pouvoir faire tomber le régime de Vladimir, Poutine. Donc, je pense pas que les États-Unis vont lâcher comme ça l'Ukraine. Ils ont intérêt à affaiblir, à continuer d'essayer d'affaiblir la Russie en maintenant le conflit, à son état actuel, voire en l'intensifiant. Parce que s'ils arrivent à faire tomber le régime de Vladimir Poutine et à installer, un dirigeant pro-américain à la place de Poutine, alors là, ils auront vraiment remporté, une manche majeure dans le conflit, qui est en cours face à la Chine, et ils augmenteront fortement les chances, à terme de faire tomber le régime, le parti communiste chinois, en intensifiant ensuite, la guerre froide, qui qui est en cours face à la Chine, en essayant de l'étrangler, sur le plan énergétique de plus en plus, pour la mettre en difficulté de ce point de vue-là. Donc, moi, c'est vraiment ce que je vois, dans le conflit Russie-Ukraine actuel, c'est que l'Ukraine, est la seule, option, la seule voie possible, claire qui est disponible actuellement pour que les États-Unis se donnent une chance de faire tomber Poutine et de remporter cette manche, face à la Chine. Donc on verra ce que donnent les négociations, qui vont venir sur le conflit Russie-Ukraine, mais je m'attends pas à une position excessivement souple, contrairement à ce que beaucoup prévoient, des États-Unis dans ce cadre-là. Donc voilà pour ce point sur, le conflit ou sur la compétition, Chine-États-Unis. Bon, et un dernier point, en clôture de cette vidéo que je voulais souligner, c'est pas une menace immédiate, mais, on va certainement vers une trajectoire de confrontation croissante et d'hostilité croissante entre États-Unis et ses alliés, occidentaux et la Chine. Et à un moment, il y aura, un problème qui va se poser au niveau, des investisseurs comme moi qui ont une partie de leur portefeuille investi sur Hong Kong. Sans Je vous dis, hein, c'est pas une menace que je vois à 6 mois, 1 an, mais il faudra être attentif à horizon de quelques années sur, l'évolution de ce conflit,
parce qu'à un moment, les droits de propriété, des valeurs, hongkongaises pourront ou des valeurs chinoises, même cotées à Hong Kong, dans un premier temps cotées aux États-Unis, mais ensuite même cotées à Hong Kong, pourront être remises en cause si le conflit va, croissant entre ces 2 superpuissances. Bon, en attendant, il y a quand même beaucoup d'opportunités qui restent à saisir sur la place de Hong Kong, au moins sur les 2-3 prochaines années, je pense.